Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire l'analyse politique sur l'actuelle situation politique de la RDC. Nous sommes le 27 mai 2019. Alors, aujourd'hui, nous allons respecter rapidement la tradition qui veut que nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui sont connectées à notre direct. Nous avons notre frère Frazim Louis, Sylvain Founi, Arnold Kambaja, Maman Isabelle Kibasa Maliba, Jacques Ntumba, Berthe Ngaloula, Tim Dile, Maman Nanette Falanga, que nous saluons, Berthe Ngaloula, qui nous dit bonjour, le Congo, long time, yeah, long time, that's true. Merci beaucoup d'être connecté. Je ne sais pas s'il y a un bruit ambiant et en fait c'est les ventilateurs pour refroidir un peu la pièce, rafraîchir la pièce où je suis. Voilà, là n'est pas notre sujet. L'analyse sur la nomination de Ilunga Kamba, pardon, l'actuel Premier ministre, récemment nommé par le président Félix Tshisekedi sur proposition d'IFCC. Deuxième sujet, les propos d'Herman Cohen sur la disparition complète de Kabila. J'entends par la disparition sur le plan politique. Et puis, tournée de Moïse Katumbi faite au nom de Lamuka ou d'ensemble. Vous savez, Moïse Katumbi Chapwe, Soriano, avait annoncé son retour au pays et il avait dit qu'il allait faire une tournée à l'intérieur du pays. Il est rentré par Lubumbashi. Il a tenu quelques meetings dans quelques villes de Katanga et on l'attend à Goma. Nous allons y revenir. Alors, quelques brèves. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prononcer les noms complètement, s'était rendu en Afrique du Sud à l'invitation du président Cyril Ramaphosa. Vous savez, le président Cyril Ramaphosa est le premier vice-président de l'Union africaine, M. Félix Tshisekedi en est le deuxième vice-président. Et le président égyptien, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, c'est un double titre. Le président Félix Tshisekedi s'y était rendu. D'abord parce que c'est un membre du présidium, si je peux appeler ça comme ça, de l'Union africaine, qui devait être investi publiquement parce que la cérémonie avait eu lieu, il faut le dire d'abord, au niveau du Parlement sud-africain. Au niveau de l'Afrique du Sud, le président n'est pas élu au suffrage direct. C'est le Parlement qui a la majorité, plutôt le parti qui a la majorité au Parlement, qui plutôt va désigner celui qui va diriger le pays. Ça a été fait au niveau du Parlement. Et on a aussi fait ça dans un stade. Et plusieurs chefs d'État étaient invités. Il y a eu des absences, des chefs d'État qu'on voyait toujours. Par exemple, Robert Mugabe n'était pas là. Joseph Kabila n'était pas là non plus. Donc, il y a eu Eduardo dos Santos n'était pas là.
Donc, il y a eu des chefs d'État qui étaient absents et qui le seront pour longtemps. Hein, donc, qu'on ne verra plus à ce genre de cérémonies. Ça, c'était pour le bref. On parle des morts sur le lac Maïndombe. Le bilan est provisoire, mais c'est déjà plusieurs dizaines de personnes qui auraient péri jusque-là qu'on ne retrouve pas. Voilà. Alors, analyse sur la nomination de Ilunga Ilukamba, chef du gouvernement, le gouvernement que nous attendons tous. Ça a pris du temps pour qu'on puisse nommer le Premier ministre. Ça commençait à inquiéter un peu. Bon, moi, je me posais la question, est-ce que la mise en place d'un gouvernement, d'abord qui commence par la nomination d'un Premier ministre, est-ce que ça va apporter quelque chose de différent, de positif, plus que ce que nous avons pour le moment? Je dirais oui et non. Nous avions un Premier ministre, M. Bruno Tshibala. Est-ce que son avènement à la tête du gouvernement va apporter quelque chose de nouveau? Je ne pense pas grand-chose. Mais on aura retenu que c'est pendant que lui était en primature, les élections ont eu lieu. Il en tire aussi gloire, mais nous savons qu'il n'avait pas d'influence sur le déroulement du processus électoral. Ça a été piloté par M. Corneille Nangaa, qui dépendait de M. Joseph Kabila. Donc, Bruno Tshibala, bon, c'est vrai, il en profite, mais c'est connu de tout le monde qu'il n'avait pas n'avait pas d'autorité sur Nangaa, sur la CENI, mais qu'à cela ne tienne. Donc, mais nous sommes un peuple qui est habitué à attendre qu'un Premier ministre sorte, tout ça. Et quand on regarde au fond, on peut avoir un Premier ministre pour ne rien avoir. Je me dis, est-ce que les 100 jours, si on avait eu un Premier ministre et un gouvernement au lendemain de l'élection de M. Félix Tshisekedi, est-ce que les 100 premiers jours du gouvernement qui allait être en place donneraient les résultats que donnent les 100 premiers jours de M. Félix Tshisekedi avec son cabinet? Je ne pense pas, honnêtement. On n'aurait pas eu de tels résultats. C'est une première, il faut les reconnaître. Bon, il faut aussi remettre les choses dans leur dimension. On a vu des travaux, mais le Congo est dans un état de destruction très avancé. Et au point que, bon, par moment, ce qu'a fait le président Félix Tshisekedi, c'est un changement, c'est vrai. D'abord en termes de la durée de l'exécution des travaux, mais aussi du coût de ces travaux. On a entendu avec Matata Pogno des sommes astronomiques pour des travaux qui ont duré longtemps, mais qui n'étaient pas aussi des grands travaux. Alors, sur ce point-là, nous disons que oui, c'est une grande performance, mais quand nous regardons l'ampleur de la destruction du pays, nous disons que beaucoup alors reste à faire. Si on peut continuer dans cette allure imprimée par les chefs de l'État, par son nouveau Premier ministre, en tout cas, si on maintient cette allure, il y aura un vrai changement en termes d'infrastructure en RDC, en termes de finances publiques. Donc, on a vu des recettes qu'on n'arrivait pas à faire
en une année. Et en 3 mois, on a dépassé ces recettes. Ce sont des choses réelles, ce n'est pas de rumeurs. Mais on parle aussi des dépenses. Oui, des dépenses. C'est vrai, il y en a eu. Et il y a eu un dépassement faible, mais dont on a vu le résultat sur terrain. Hein? Bien que, il faut le dire, beaucoup reste à faire et on a encore 4 ans et quelques mois devant nous. Donc, 4 ans et plus de 6 mois. Alors, il faut que le gouvernement travaille bien, mais à vive allure, parce qu'il y a beaucoup d'urgence. Hein, ça, et on ne doit pas se voiler la face. Alors, ça a pris du temps pour qu'on arrive à dénicher cet oiseau rare. Et en lisant à gauche et à droite, en essayant de réfléchir, on a tous compris que la désignation de ce premier ministre n'était pas chose facile parce que le président de la République devrait attendre que la famille de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, lui propose le nom du Premier ministre. Cela est conforme à la Constitution, vu la configuration au niveau du Parlement. Donc, finalement, il y a eu des noms qui ont été écartés, Albert Yuma, Yav et tant d'autres. Mais il semble que la décision a été prise et qu'il fallait que ce soit un Premier ministre originaire du Grand Katanga. Quand vous allez encore plus loin, il fallait que ce soit un Mouloubakat. Et c'est ici que nous disons en politique, il y a des ressorts qui sont invisibles mais très efficaces. La désignation de certaines personnes à certaines responsabilités politiques dépend de beaucoup de choses. Ceci est vrai aussi dans le monde occidental. Hein, mais peut-être pas utilisant le même critère, hein, pas forcément, mais nous savons, nous connaissons des pays. Vous prenez beaucoup de pays d'Europe. Il y a une diaspora africaine assez considérable et qui est là depuis longtemps. Hein, mais vous allez voir que vous avez juste, je prends l'exemple de la France, vous avez juste un ministre, c'est pas une sorte de vice-ministre, ou bien aujourd'hui on parle de la porte-parole de la présidence, qui est une Sénégalaise d'origine. Donc c'est juste pour la cerise sur les gâteaux, pour montrer que bon, nous tenons compte de cette démographie qui est diverse, mais au fond, quand on regarde, il y a des gens qui se sentent beaucoup plus français que les autres, hein, et à ce nom-là, ça leur donne, entre guillemets, les droits de déterminer qui doit être dans le gouvernement, sur base de quoi, ou qui ne doit pas être dans le gouvernement. Donc, il y a des critères non dits. Hein. Et ici, nous avons un cas précis maintenant. Vous voyez que Kabila s'est rabat sur la grande tribu de Balobakat. Donc, je dis ça pas dans le sens péjoratif. C'est une grande tribu au Katanga et qui a toujours pesé sur le plan politique depuis très longtemps. Et c'est une réalité aussi dans toutes nos provinces. Hein, ça, il faut le dire. Dans toutes les provinces, c'est une réalité. C'est peut-être malheureux, oui, mais je constate que c'est une réalité. Je vis dans un pays où il y a une forte communauté asiatique, particulièrement chinoise et italienne, et des British, des Britanniques, mais à un moment donné, un
un premier ministre d'origine britannique était là et devrait quitter la tête du parti, donc le gouvernement, et son ministre de Finances, qui était très performant, devait être le candidat naturel, mais il a été écarté, semble-t-il, d'après la presse, parce qu'entre autres, il n'était pas descendant des British, hein, donc il était descendant des Italiens. Donc ce sont des choses, les humains restent humains, hein, ce sont des choses qui jouent comme ça. Mais il y a des exceptions. Vous avez Barack Obama, mais même lui là, il y a beaucoup d'éléments qui étaient entrés en ligne de compte. Et à un moment donné, au niveau de son État, Illinois, il était combattu par d'autres Noirs qui disaient qu'il n'est pas assez noir, hein, parce qu'il n'est pas noir 100%. Mais aux États-Unis, quand on a même 1% de sang noir, on est noir. Et on disait que il n'a pas d'héritage, hein, ou bien d'ancêtre esclave. Donc, c'est parfois des critères purement subjectifs, hein, qui jouent. Bon, alors voilà. Donc, Ilunga Ilukamba, issu de la grande tribu de Balubakat, semble-t-il, hein, donc je n'étais pas dans les secrets de Dieu, il faut dire les choses de manière honnête, semble-t-il que Yav était préféré par le président de la République, mais il a été combattu, sa candidature, notamment par les autres caciques du PPRD, et beaucoup plus, parce qu'il fallait absolument laisser la place à Aïmoulou Bakat. Et pourquoi cela? Tout simplement, quand vous regardez les pouvoirs, comme je l'ai dit une fois en Afrique, partout dans le monde aussi, hein, c'est quelque part, repose beaucoup plus en Afrique sur l'armée. Les gens ne font pas très attention. Mouzé était Mouloubakat et il était 40. Alors, son appartenance à ces deux grandes tribus des Katanga s'est reflétée au niveau de l'armée, hein, et des services de sécurité. Alors, dans l'armée, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, les Balubakat ont beaucoup d'officiers là-bas, hein, dans l'armée, et même, surtout dans la garde républicaine. En tout cas, il y a un grand pourcentage, la majorité sont des Balubakat, et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, moi je constate. Alors, Kabila a tenu compte de ça. C'est une façon de garder la loyauté de nos frères Balubakat vers lui, vis-à-vis de lui. Certains parlent d'intérêt, mais écoutez, qu'on ne vous trompe pas. C'est la majorité des Balubakat ne trouve pas l'intérêt. Peut-être une fierté, oui, mais sur le plan social, économique, qu'on ne vous trompe pas, ils n'ont pas, leur situation n'a pas changé parce que c'est un Mouloubakat. Et c'est là où le peuple parfois est naïf. Quand quelqu'un est originaire de chez vous, bon, tout ce que vous en tirez, c'est une fierté. Mais le reste, regardez les Mbandi. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui faisaient partie de ces cercles-là politiques qui ont trouvé de l'intérêt, et avec des gens d'autres provinces, d'autres tribus. Donc, la classe politique, quelque part, devient comme une tribu aussi. Hein? Ça devient une caste. Moi, je constate tout simplement. Alors, vous voyez que cette nomination a obéi, hein, à certains critères qui n'apparaissent pas à première vue, hein, en surface. Mais une chose dont on doit se rendre compte, Joseph a dû négocier.
Hein, il l'a fait avec Muzito, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit avec Mutamutu Gizenga, paix à son âme. Aujourd'hui aussi, il le fait, mais il le fait en n'étant pas président de la République, mais en étant chef d'une plateforme politique. Donc, l'FCC, c'est une plateforme politique. Et il a négocié à ce titre-là. Ce n'est pas ce que les Congolais souhaitaient à 100%, mais c'est déjà beaucoup. Hein, donc, ce n'est pas la même chose qu'hier, où celui parfois qui s'est imposé sur la désignation du Premier ministre. Ici encore, il l'a fait et on constate que le PPRD, dans la prise de décision, donc la décision qui a conduit à la désignation de l'actuel Premier ministre, le PPRD n'a pas été vraiment associé en tant que parti, mais le PPRD, comme le feraient les originaires, ou bien les Baloubakat, les Balouba du Kassai, les Bayansi, les Bambala, je ne sais pas, les Mbouza, tout ça. Donc, quand un fils de chez vous devient Premier ministre, hein, ou président de la République, vous en tirez la fierté, même si les retombées sur le plan social, économique, vous n'aurez jamais. Donc, le PPRD en tire gloire. On a vu le monsieur être présenté au niveau du PPRD, mais est-ce que le cadre du PPRD était associé à la prise de la décision ou bien ils sont là tout simplement pour endosser les choix faits par le président de la République avec un cercle à base, j'allais dire tribal ou ethnique, ce que vous voulez. Il faut s'habituer à ça parce que c'est ça la vérité. Et ce n'est pas seulement au niveau des Baloubakat. Hein. Donc, tous les Africains sont fondamentalement, ils ont encore une très forte dose. Je dis bien tous les Africains, j'ai fait quelques pays africains, une très forte dose de tribalisme, mais il y en a qu'on présente plus. Hein, mais en réalité, tous les Africains, quand vous regardez tous les premiers ministres qui sont passés sous Kabila, dans la primature, là, c'était la majorité des gens, pas de sa tribu, de sa province, sans exception. Et cela se reflète aussi dans beaucoup de cabinets ministériels. Ouais. Donc, ben, parfois, il y a plus, on expose plus un groupe ethnique ou une tribu, mais c'est la règle. Et c'est comme ça, les Africains, voilà. Ça s'est fait aussi en Occident, mais avec des critères un peu différents. Il y a toujours, on trouve toujours un moyen pour inclure les uns et exclure les autres. C'est ça aussi la réalité. Bon, sinon, on aurait déjà un pape noir, hein, parce que maintenant, l'Église catholique, hein, il y a plus d'Africains dans l'Église catholique que tous les continents. Hein. Non, mais jusque-là, vous voyez, il n'y a pas un pape africain. Bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, mais ces genres de choses conduisent aussi parfois au mécontentement. Et il y en a. Hein, il y a des mécontentements au niveau du PPRD, mais en politique, parfois, on affiche des attitudes qui sont contraires à ce que l'on ressent profondément. Il y a des mécontentements au niveau du PPRD. Déjà, la désignation de Mme Janine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale, elle est de l'Équateur, mariée à un Kassaïen, ça il faut le préciser, mais elle avait poussé des relations un peu particulières avec le président, l'ancien président Joseph Kabila. Alors, déjà, je disais, à la désignation de Mme Janine, il y avait des mécontentements, mais qu'on a dissimulé ou étouffé, hein, ça dépend. C'est le cas aussi de Ilunga Ilukamba, déjà au niveau du PPRD, mais au niveau du FCC. Même au niveau du FCC, Bahati Lukwebo, lui, il parle un peu plus clairement parfois que les autres
même si on peut voir cette tactique, c'est d'une part de faire un peu de chantage pour qu'il obtienne avec sa plateforme au sein du FCC des postes ministériels beaucoup plus importants, mais aussi c'est une menace, c'est un avertissement. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils cherchent, ils peuvent claquer la porte. Mais on n'en est pas encore là. Je voudrais signaler ici que Moïse Katumbi, en passant, a promis de créer un parti politique. Il l'a dit ouvertement et il a dit qu'ils auront aussi des alliés. Alors, je sens venir la création de ces partis politiques, mais je me dis c'est quelque chose qui va arriver après la formation du gouvernement. Les choses pourront s'accélérer. Pourquoi? Parce que il va chercher à récupérer les mécontents. Le FCC, c'est pléthorique. Kabila ne saura pas donner suffisamment de, j'allais dire, à chacun, si nous prenons l'expression, la portion du gâteau qu'il faut. Alors, il y a les trop-pleins, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Déjà, il n'y en avait pas assez quand c'est lui-même qui partageait. Maintenant, là, c'est encore moins. Donc, on connaît les politiciens congolais, dans la plupart, ce n'est pas les convictions, ce n'est pas l'idéologie qui détermine leur appartenance politique à telle plateforme ou coalition politique, c'est plutôt l'offre qu'on leur fait ou si on ne leur fait pas l'offre sur le plan politique en termes de responsabilité dans les institutions. Alors, donc, il faut s'attendre à des départs et retenez ça après la formation du gouvernement. Il y aura des gens qui vont quitter les FCC, mais aussi, ceci guette aussi cash. Et il y a quelqu'un qui est dehors, c'est Moïse Katumbi. On connaît la méthode Moïse Katumbi, c'est certains appellent ça la libéralité, la générosité. Et moi, je dis que non, bon, c'est l'argent, la force de l'argent. Les gens vont là-bas et voilà. Donc, il y a quelqu'un qui attend. Dès qu'il y aura des mécontents, il va les repêcher. Donc, c'est ça les dangers. Il faut appeler ça danger, mais c'est ça ce qui attend, ce qu'on peut s'attendre après la formation du gouvernement. L'exercice, la composition des partages des postes ministériels est un exercice très difficile pour le président Félix Tshisekedi, mais aussi pour M. Kabila, qui est le chef de file du FCC. Un exercice. Ça a toujours été difficile quand on veut partager les pouvoirs, et surtout qu'on a un Kabila qui fait les choses en fonction de ses intérêts, mais aussi qui doit satisfaire certaines personnes qui jusque-là sont en train de l'entourer parce qu'il a des craintes. Donc tout ça, ça rend un peu la tâche difficile. Je venais de lire la presse, il semble que bon, les concertations continuent, les gens se parlent. Certains parlent de 80% FCC, c'est dont je doute beaucoup. Je n'ai pas de pourcentage avancé, mais je crois que c'est exagéré de parler de 80%. Ça ne se discute pas seulement en ce terme, mais aussi de l'importance des ministères. Il y a le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances, de l'Intérieur, et s'il y en aura de l'infrastructure,
Donc, du budget, par exemple. Ce sont là des mines, il ne faut pas oublier, le ministère des mines et même de l'énergie. Alors, ce sont là des ministères autour desquels il y aura beaucoup de négociations, de concessions à faire, tout ça. Constitutionnellement parlant, certains ministères, disons, sur le président de la République, il est le patron de la diplomatie, il est le patron de la sécurité, de la défense. Bon, quand on dit patron, ça ne veut pas dire forcément le ministre qui aura en charge de la défense doit venir de son bord politique. Pas forcément. Mais c'est lui qui en est le patron. Hein? C'est lui qui a c'est lui qui a la responsabilité première dans ce domaine-là. Et ça peut être quelqu'un de son bord politique, en tout cas probablement, tout comme ça peut être, on peut nommer quelqu'un parce qu'il a l'expertise, peu importe sa couleur politique. Hein? Mais ça peut aussi être quelqu'un d'IFCC. Tout dépendra comment ils vont négocier. Alors, mais ce qui rend aussi la tâche très compliquée, c'est quoi? Cette coalition, FCC Cash, elle est là, elle sait que dans 5 ans, il y aura élection. Donc, c'est un mariage qui peut se casser hein, à l'approche des élections dans 5 ans. Donc, ce n'est pas un mariage très solide. Il y a une alliance très solide. C'est aussi une cohabitation, une coalition qui est en réalité une forme de cohabitation. Pour chaque grande décision, parce que les uns et les autres se surveillent, il faudra beaucoup de concertation, de dialogue, mais la prise de décision, c'est lui qui aura les derniers mots, et il faut qu'on se le dise, sur le président de la République, hein, dans les cadres constitutionnels. Alors, mais pour qu'on arrive à prendre une décision, il y a beaucoup de choses, même si on a soi-même la majorité. Je disais à un ami qui a dit non, Kabila a décidé seul. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un pouvoir où on décide seul. Ça n'existe pas. Même en pleine dictature, il y a toujours des gens hein, qui ont un mot à dire. Ils sont peut-être dans l'ombre, mais il y a toujours des gens qui ont une certaine influence cachée. Hein, et c'est le cas. Il y a des gens qui ont influencé pour que finalement Ilunga Ilukamba devienne Premier ministre. Ça a toujours été comme ça. Un pouvoir, c'est quelque chose de collectif. Ça n'existe pas un pouvoir où il y a un seul patron totalement, il prend des décisions. Non, mais il peut même consulter sa femme. Quand vous lisez des câbles diplomatiques américains, vous allez vous rendre compte que même Mobutu, il y avait toujours des gens qui avaient un mot à dire, soit dans le pays, soit à l'étranger. Soit à l'étranger. Alors, moi, personnellement, je me suis toujours dit, nous sommes comme dans une sorte de transition, c'est-à-dire, je voudrais dire, nous avons un nouveau président de la République, il y a eu alternance, à ce point-là, il n'y a pas de doute, mais en ce qui concerne le gouvernement en soi, nous sommes comme dans une sorte de transition où on a une coalition, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une alliance qui a amené différentes forces politiques ensemble. Et transition, parce que d'abord, c'est la première fois que nous puissions vivre une alternance pacifique dans notre pays. Donc, c'est une première, à ce titre-là, c'est une transition.
Quand ça sera une deuxième et une troisième fois, ça ne sera plus une transition, ça sera une tradition. Hein, donc, on va entrer là dans un début de tradition. Alors, c'était un tournant historique dans notre pays. Aujourd'hui, bon, les événements sont encore très proches de nous, mais l'histoire retiendra. Qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra. Les historiens, quand demain, ils vont rendre compte qu'il y a eu une première alternance pacifique dans notre pays. Parfois, les événements, quand vous êtes trop proche des événements, vous ne voyez pas l'importance historique de ce qui se passe. Hein, ça ne se voit pas très bien, mais avec le temps, on se rendra compte combien c'était énorme. Hein, c'était grand. Et le président Félix Tshisekedi a une tâche, une grande responsabilité, parce qu'aucun chef d'État au Congo n'a été dans la situation où il se trouve. Le Premier ministre qu'on a nommé, c'est pareil, le président de l'Assemblée nationale, c'est pareil. C'est vrai qu'en 1960, on avait un président de la République élu au suffrage direct, donc au niveau de la Chambre, et puis un Premier ministre dont le parti avait obtenu la majorité après une élection suffrage donc direct. C'était aussi une situation exceptionnelle, c'était une transition, parce que là, on sortait du système colonial, et c'était la première fois que les Congolais eux-mêmes prennent leur destinée en main sur le plan politique. Donc, si je peux dire, dans le passé, le président Kasavubu et le paix à son âme, le président, le premier ministre Emery Patrice Lumumba, paix à son âme aussi, était dans une situation un peu exceptionnelle, bien qu'elle est différente de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Hein? Alors, je crois avoir terminé sur ce point-là, mais comme j'ai dit, les mécontentements, il y en aura. Les mécontentements, j'ai oublié de dire, c'est aussi au niveau du Katanga. Hein? C'est aussi au niveau du Katanga. Malheureusement, les Africains doivent faire un effort enfin, ça vient aussi avec l'histoire. Hein? Nous sommes des jeunes nations et parfois quand nous disons 50 ans de l'indépendance, mais c'est pas beaucoup. Hein? En même temps, c'est pas beaucoup. On se sent congolais, mais on se sent aussi, je ne sais pas, Moussakata, Luba, Moussanga, Mumbunda, je ne sais pas, Mubembe, Fulero, j'en passe. Donc, c'est pour que ces réalités puissent se diluer, ça prend du temps. Et puis, il faut que les gens se rencontrent. C'est pour cela les routes. Hein, il faut un réseau routier qui relie tous les coins du pays. Parce que quand il y a des routes, quand il y a des voies maritimes, quand tout ce que vous voulez, fluvial, des rails, tout ça, et ça permet aux gens de se déplacer. C'est comme ça que finalement, vous allez vous retrouver, bon, écoutez, mon voisin direct, il n'est pas de ma province ou pas de ma tribu, mais les enfants grandissent ensemble, ça crée des liens très forts. Les écoles, hein, donc les universités, les instituts supérieurs, les compagnies, les sociétés, le marché, c'est des lieux, des creusets où ces liens forts que nous avons avec nos tribus d'origine vont se diluer considérablement, peut-être pas sur le point de disparaître, parce que l'homme est un être qui aime avoir des références d'appartenance. Hein. Vous allez en Europe, vous allez trouver, dans telle ville, il y a la communauté congolaise, il y a un président, et on a même des communautés, des tribus en Europe, parce que pourquoi nous aimons bien voir des références d'appartenance. Ça nous donne une impression de sécurité, hein? Mais aussi, c'est important. Les côtés positifs, c'est quoi? Ça garde un peu ce sens-là, les liens avec vos ancêtres. Beaucoup de Noirs américains aujourd'hui sont en train de payer beaucoup d'argent
pour chercher à savoir, ils viennent d'où exactement de l'Afrique. Vous comprenez? Et nous, on ne ressent pas ça. Hein? Moi, je parlais à un Nord-Américain il y a plus de, aujourd'hui, je crois plus de 15 ans. Hein? J'étais dans un pays africain, il voulait venir au Congo. Hein? J'ai pris des contacts au Congo, il est venu, les amis l'ont reçu. Il est allé dans le Bas-Congo, il est allé au Kasaï, il était à Kinshasa, bien sûr. Et quand il est rentré, me voir, parce que de Kinshasa, il est venu dans la ville où j'étais, dans ce pays africain-là. Mais il me parlait des choses, j'ai dit, bon, c'est pas possible. Il me dit, non, moi, je crois que mes ancêtres étaient venus du Congo. Je dis, ah bon, mais ça, quelle importance, de toute façon. Mais quand il s'est mis à m'expliquer, j'ai compris que, ces gens souffrent de la crise d'identité historique. C'est important pour eux. C'est très important. Donc, il faut être fier que tu saches que, bon, moi, je suis Muhemba, moi, je suis Mundibou, moi, je suis Manyanga, moi, je suis Moboma, je suis, je ne sais pas. On peut aller encore au niveau des clans, Moboma des tels. C'est pas mauvais. C'est mauvais quand on utilise ça pour exclure les autres. Mais ça vous donne un sens d'appartenance, ça vous donne une vue sur l'histoire, d'où vous venez, qui vous êtes, parce que nous sommes les résultats de notre passé quelque part, de toutes ces appartenances, machin. Quand je suis allé en Europe, j'étais étonné, on mangeait chaque jour congolais dans la famille où on m'avait reçu. On m'a amené dans un marché à Londres. C'était comme si j'étais en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande communauté là-bas et les Congolais se sont imposés pour que leur nourriture les suive là-bas. Hein? Même si parfois ce sont les Asiatiques qui nous vendent ça, mais au moins on sait que la cuisine congolaise existe là-bas. Et croyez-moi, ça va continuer comme ça. C'est quelque chose qui ne va plus disparaître. La musique congolaise. Je suis allé dans les églises. Une église au-delà de sa dimension spirituelle, mais c'est aussi une communauté culturelle. Bon, ce n'était pas notre sujet, c'était juste pour expliquer. Le mal, c'est quand on utilise ça pour exclure les autres, et surtout quand on utilise ça pour aller plus loin et enfoncer le coup, discriminer, dénier aux autres leurs droits fondamentaux. Là, c'est très dangereux. Alors, le propos d'Herman Cohen sur la disparition politique, bien sûr, de Joseph Kabila, c'était notre compatriote Marius aux États-Unis qui a fait parler Herman Cohen. Et je signale en passant que les gens de ma génération connaissent Herman Cohen. Moi, j'ai toujours dit, il est comme Jacques Foccart aux États-Unis, comme Jacques Foccart était en France pour les colonies française au niveau comment ça s'appelle encore, la maison des palais présidentiels en France, j'ai oublié. C'est quoi? C'est l'Élysée, hein? Oui, je crois que c'est l'Élysée, voilà. Alors, et Herman Cohen, son expérience sur le continent africain, c'est un homme que j'ai pu rencontrer. Il a une expérience très grande dans la diplomatie américaine sur les continents africains. Il a servi des chefs d'État américains, l'un démocrate, l'autre républicain, en étant, d'abord il était diplomate sur terrain, ambassadeur dans certains pays africains, ensuite sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique, ensuite il a travaillé, et ça je ne savais pas, il a travaillé dans la cellule donc de la CIA au niveau du département d'État. Donc, il y a un service là-bas, la CIA, tout ça, concernant l'Afrique, toujours. Bon, je ne dis pas que c'est positif ou c'est négatif, que bon, machin, Foccart, quand on en parle, bon, c'est pas toujours de raisonnement sur les continents africains, mais je parle en termes de connaissances
de l'Afrique. Il a écrit un livre sur les dirigeants, son expérience avec les dirigeants africains. Il m'a dit que son deuxième livre doit être sorti, donc, où il parle de l'histoire de la diplomatie américaine en Afrique. C'est très intéressant. Il m'a donné quelques flashs là-dessus. Il faut connaître comment les choses se sont passées. Et donc, c'est un homme dont le point de vue, d'abord parce qu'il a une grande expérience, mais il est toujours actif. Ça, les gens oublient. Il est toujours, parce que parfois, quand on met ses tweets, les gens disent « Ah, mais non, non. » Il est actif parce que il a un cabinet qui continue à faire du lobbying pour certains dirigeants africains, tout ça. Il a été très actif et il est encore pendant cette période que nous vivons, même avant. Donc, vous l'avez entendu dire, parler de Genève. Donc, il en savait beaucoup sur ce qui s'est passé à Genève. Ce n'est pas le cas, on ne dévoile pas les secrets de notre conversation, mais il intervenait aussi. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé. En tout cas, il a une grande part par son action. Il est très consulté aussi au niveau du département d'État, très consulté. Voilà. Et ce n'est pas un secret. Quand je dis cela, et dernièrement, quand Fayoul était aux États-Unis, il est allé le voir. Et même, ce n'est pas la première fois qu'il a vu beaucoup de dirigeants congolais, pas souvent, le voir. Kabila, en commençant par lui-même, le président Félix Tshisekedi, monsieur Moïse Katumbi, et j'en passe. J'en passe. Et c'est quelqu'un qui connaît la politique américaine sur le continent africain. En fait, c'est des gens qui donnent leur point de vue. Il a été en contact, il est en contact d'ailleurs avec Jean-Pierre Mbemba, donc tous les dirigeants congolais, pas seulement congolais africains, je dis bien africains. Les Congolais croient qu'Herman Cohen ne reçoit que les Congolais. Non, il y a des dirigeants de beaucoup de pays africains qui vont les voir, tant de l'opposition que du pouvoir. Et voilà. Il voit aussi d'autres gens, il faut le dire. Mais en tout cas, Herman Cohen, et quelque part, il est incontournable, très informé. Et sur le plan humain, je dois vous dire que c'est un homme d'une très grande simplicité. J'étais très touché, il m'a offert un repas copieux. Et voilà, bon, j'en passe, je laisse là. Alors, j'étais en train de dire son interview, moi, ça m'a intéressé à plus d'un titre. C'est un homme que j'ai toujours écouté. Je ne sais pas que toutes les questions, je suis d'accord avec lui, pas du tout. Mais je me dis, il s'y connaît, il faut l'écouter. Tout comme tous ceux qui... C'est quand même malheureux que beaucoup de nos dirigeants n'écrivent pas. Ils partent et voilà, les Blancs ont l'habitude d'écrire pour laisser à la génération future des références. Bon, alors, dans cette interview, c'était très intéressant. Moi, j'ai vu des commentaires, mais Marius, pour moi, ça c'est mon point de vue. D'ailleurs, il est contraire, un peu, je vais dans un sens contraire par rapport aux commentaires que j'ai vus. Marius a fait les Congolais. Il a posé des questions comme un Congolais, les Congolais qui rentrent dans les réseaux sociaux, les Congolais ordinaires. Est-ce qu'il l'a fait volontairement ou est-ce que lui aussi, sur certaines questions, il a une perception des Congolais générale? Mais je dis que Marius a posé des questions comme beaucoup de Congolais que je vois commenter ou bien faire l'analyse politique ou bien ceux qui réagissent. Il a posé des questions, à mon humble avis, où le public se retrouve, ce qui est bien. Mais en même temps, je dis qu'à un moment donné, il n'a pas, c'est comme s'il n'avait pas, il ne prenait pas en compte la vue, la façon de voir des Américains.
Il était beaucoup plus du côté congolais. Ça, là, je parle de notre compatriote Marius. Alors, quand Herman Cohen parle, il donne quelque part la façon de voir des Américains. Les Américains, je l'ai toujours dit, c'est la superpuissance du monde, qu'on le veuille ou pas. La Chine est en train de monter de manière très significative, mais les Américains, au jour d'aujourd'hui, restent la première puissance du monde. Quand je dis superpuissance, relativiser les choses, il y a Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Alors, ils ont une vue globale des choses, planétaire. Parce que leur leadership s'étend sur le monde. Tout ce que leur politique extérieure est dictée par leur volonté de se maintenir. Retenez ça, c'est très important. Leur politique extérieure est dictée fondamentalement par leur volonté de se maintenir au top du leadership mondial. Quand on fait une analyse, on doit, par rapport à la politique américaine au Congo, en Afrique et dans le monde, on doit tenir compte de ça. C'est d'ailleurs pour eux devenu une question de survie. Ils sont tellement obsédés à cela. Pour eux, rester à la tête du monde, c'est une question de survie. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais. J'écoutais un jour un ancien conseiller en matière de sécurité, je crois du président Reagan, si je ne me trompe pas. Il est déjà mort, il est d'origine polonaise. Son nom, c'est toujours compliqué à prononcer. Brzezinski. Un esprit très brillant. Dans l'une de ses dernières interviews, bon, c'était une série de questions-réponses. Il était venu, on lui posait des questions. Je crois que c'était à Egypte. Il a parlé de... Parce qu'ils vivent dans la crainte de perdre cette position. En fait, ils ont les sentiments qu'ont les dictateurs africains. C'est-à-dire, ils disent, le seul endroit où je peux me sentir en sécurité, c'est de rester au pouvoir. Avec tout ce que j'ai fait, si je ne reste pas au pouvoir, ça peut mal tourner pour moi. Les gens vont se venger. Alors, c'est ça un peu la position des Américains. Pour eux, ils doivent tout faire. Ils ont fait de bonnes choses, mais ils ont aussi fait de mauvaises choses dans l'histoire. Alors, rester au pouvoir, c'est tellement important pour eux. Alors, Brzezinski dit, il prend un poème, j'avais trouvé ça très profond, d'un auteur africain, ouest-africain, je crois que c'est un Ivoirien, si je ne me trompe pas, où dans ses poèmes, ces poètes, il explique les frustrations cumulées par le peuple noir, à cause des injustices, à cause de tout ce que les Noirs ont subi, l'esclavagisme, la colonisation et la dépendance dans laquelle se trouve l'Afrique aujourd'hui par rapport à l'Occident. Mais il avait mis ça de manière pas très ouverte. Mais lui a perçu ça. Alors il dit, ce que disent ces poètes africains, c'est très important. Il dit, quand on arrive à traduire dans la poésie comme ça, dans la littérature, il dit c'est un sentiment que ressent beaucoup de peuples, particulièrement africains. Alors il dit, c'est-à-dire que ça va passer d'une génération à une autre. C'est-à-dire que ces gens sont en train de nourrir un sentiment de vengeance, ou mieux encore, des gens qui aspirent à la justice. Mais cette justice, s'ils y parviennent, ça sera, il faut qu'on désigne
les bourreaux et que les bourreaux payent. Et il dit, les bourreaux, c'est nous. Nous faisons partie des bourreaux. Bonjour Timodila, bonjour. Alors, il dit, nous sommes obligés, nous ne pouvons pas continuer à régner par la force dans le monde. Parce qu'il dit, l'histoire montre que à un moment donné, en tant qu'être humain, que vous le vouliez ou pas, vous serez rattrapé par d'autres gens. Alors il dit, nous devons imaginer comment faire que nous ayons toujours la force, mais aussi que nous développions sérieusement des mécanismes et des dialogues pour atténuer cette vengeance qui est en train de venir. J'ai donné cet élément pour faire voir combien il est important de se mettre dans les chaussures, hein, comme on dit, dans les souliers des Américains, pour comprendre leurs craintes. Je ne dis pas ce qu'ils font, c'est toujours bon, mais j'ai appris ça aussi dans les cours de négociation. Vous devez comprendre, faire un effort de comprendre qu'est-ce que celui qui est en face de vous, qui négocie avec vous, qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qui les rassure? C'est très important. Alors, maintenant, quand nous parlons de démocratie qui est prônée par les Américains, dans d'autres mondes, il faut le placer dans ces cadres-là, dans leur philosophie de rester top, number one dans le monde. Ça vient, la démocratie vient au second plan. Mais leur volonté de mettre... si une démocratie menace leur leadership, pour eux, c'est clair, il faut combattre cela. J'en veux pour preuve, en Égypte, il y a eu des élections. Après le départ de Moubarak. Les frères musulmans ont gagné haut la main ces élections. Mais parce que le président qui était élu n'avait pas tenu compte de certaines réalités, en tenant compte d'autres réalités, bien sûr, parce que c'était un proche de l'Iran, tout ça, il était perçu comme une menace par rapport à l'État hébreu, donc Israël. L'État hébreu étant un grand allié des Américains, donc il était aussi une menace. L'Iran étant opposé aux Américains, je ne dis pas qui a tort, qui a raison, mais les messieurs, dans ses discours, dans ses contacts, était perçu comme une menace. Pourtant, il était élu démocratiquement. C'est le cas du Premier ministre, Patrice Lumumba, personnel. À tort ou à raison, aujourd'hui, les rapports sortent. Les Belges avaient beaucoup joué pour les peindre de cette manière, connaissant les craintes, les priorités des Américains, leurs intérêts sur le plan extérieur. Ils l'ont présenté de manière à créer une peur chez les Américains. Bonjour, maman Nanette Falan. Bonjour, ça fait longtemps. Alors, Dieu voulant, je serai à Londres, je ne vais pas, mais je te ferai signe. Pas dans peu de temps à faire. Alors, je disais, les Belges avaient fait ces jeux-là. Lumumba était un nationaliste, ce qui était une menace pour eux. Mais Lumumba n'était pas un communiste. Alors, nationaliste, ça ne dérange pas les Américains. Mais communiste à l'époque, c'était une menace pour les Américains. Alors, il fallait le présenter pas comme nationaliste auprès des Américains, mais comme communiste. C'est le travail que les Belges avaient fait. Et ils sont parvenus à avoir les Américains dans ces jeux-là, certains décideurs, ils l'ont tué, il est mort. Et
quand vous entendez Cohen parler, quand on lui a posé la question sur les élections, moi je le disais, avant les élections, je faisais l'analyse, mais j'ai regardé aussi quels sont les contacts qu'ont les différents candidats. Je suis heureux parce que ces analyses, les résultats ne sont pas des préférences de tout le monde, mais au moins ce que j'avais prédit est arrivé. Pourquoi? Parce que j'avais tenu compte de cet élément. Il y a même des choses que les Américains avaient annoncées avant. Quand Hillary Clinton est venue, et je suis heureux que Cohen l'a dit, Cohen avait dit une fois que le Kivu est au Rwanda, mais cela avait créé un émoi, tout ça, je comprends, mais il parlait surtout sur le plan économique. Jusqu'aujourd'hui, encore, il y a des minerais, je dis bien, ça a beaucoup diminué, mais il y a encore des minerais des Congo qui se négocient au Rwanda. Ça peut arriver, ça peut arriver que, bon, à cause de la proximité, hein, et les Rwandais, c'est un pays où il y a une sécurité avérée, hein, où les institutions, je ne dis pas elles sont démocratiques, les gens confondent quand on parle, il y a la gouvernance, hein. Je ne dis pas que c'est une démocratie, je ne dis pas ça. La Chine n'est pas une démocratie, mais il y a un État en Chine qui fonctionne, les institutions fonctionnent. Donc c'est le cas du Rwanda. Quand vous êtes à Kigali, on se sent plus en sécurité qu'à Goma ou à Bukavu. Donc ce qui fait que les gens préfèrent aller négocier là-bas sur le minerai du Congo. C'est l'une des raisons, hein, en dehors du fait qu'il y a la volonté de Kagame qui tenait à voir les Kivu, tout ça. Alors, où est-ce que j'en étais encore? Je parlais de quoi? Pourquoi je suis arrivé à ce point-là? Voilà, donc j'étais en train de dire qu'Herman Cohen avait parlé de ça, et cela a été mal perçu, tout ça. Mais vous entendez dans cette interview avec notre compatriote Marius, Herman Cohen dire qu'aujourd'hui, les Congo, c'est un grand pays avec des grands intérêts, avec des minéraux stratégiques. Ceux qui me suivent, j'ai commencé à parler de ça avant. Hein. J'ai expliqué ce qu'on appelle minéraux stratégiques. Tous les minéraux ne sont pas stratégiques pour tous les pays. Ça dépend de votre niveau d'avancement sur le plan technologique, de ce que vous en faites. Ce qui est stratégique au Sénégal n'est pas forcément stratégique pour la France. Donc, les États-Unis, il y a des minéraux qui sont stratégiques pour eux. La Chine, même, il se trouve que la Chine et les États-Unis, il y a une convergence concernant le minerai stratégique. Le même minerai considéré comme stratégique aux États-Unis sont aussi stratégiques pour la Chine, mais ne sont pas forcément stratégiques, hein, pour le Congo-Brazzaville. Donc, hein, vous savez dit, le Congo-Brazzaville ne vient pas faire la guerre pour les coltans chez nous, donc vous comprenez parce que, voilà. Alors, chacun doit chercher à se procurer ces minéraux. Il n'y en a pas seulement au Congo. Il y en a dans d'autres pays aussi. Mais le Congo dispose de la grande partie de ces minéraux stratégiques. Et je l'ai dit lors de la tournée d'Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État, l'ambassadeur Daniel Simpson était l'invité des RFI. Je crois que je dis il est vraiment en retraite parce qu'après avoir quitté la diplomatie, il était devenu journaliste dans un journal aux États-Unis. J'avais parlé avec lui une fois au téléphone. Cet ambassadeur avait fait remarquer une chose. Nous sommes en 2009. Hein?
et que Hillary Clinton n'avait pas mis ses pieds au Rwanda. Vous savez, les Clinton, très proches des Kagame. Alors il dit, mais les gens ne font pas attention. Il dit, elle est arrivée à Goma, mais elle n'a pas traversé pour aller au Rwanda. Il dit, c'est parce que le Congo est un grand pays, nous ne pouvons pas nous en passer. Avec un grand marché, avec des minéraux stratégiques. Donc, enfin, il n'avait pas donné. Mais quand il parle des grands pays, il ne faut pas prendre ça en termes seulement de grands, en termes de superficie. C'est-à-dire que au Congo, il y a des choses qui les intéressent au plus haut point. Ben, écoutez, le Rwanda cesse d'être aussi important. Alors, c'était déjà un signal fort. Et comme je l'ai dit, l'influence du Rwanda sur la RDC, que vous le voulez ou pas, va diminuer et est en train de diminuer considérablement. Ce n'est pas un problème tout simplement parce que nous, les Congolais, nous sommes entrés dans la rue, on a marché. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas surtout ça. C'est à cause des minéraux stratégiques. En fait, ces minéraux nous ont amené du malheur, mais c'est aussi là où il y a que notre bonheur. C'est ça notre bénédiction. Les gens, j'étais en train de faire une petite étude. Je suivais un grand géopoliticien, M. Robert Kaplan. Il était dernièrement en Grèce, il y a 2 mois, dans un forum. Quand il expliquait les choses, quand il parlait de la géopolitique dans le monde, aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump, cela avait commencé avec Barack Obama, aujourd'hui, vous voyez, l'OTAN n'est plus ce qu'il était il y a quelque temps. Les liens entre les États-Unis, disons l'Union européenne et les États-Unis, se sont affaiblis. Vous avez Trump qui leur dit en face comme ça, dit, l'OTAN là, c'est pour votre sécurité. Il faut que vous contribuiez financièrement. Les États-Unis ne doivent pas continuer à financer en grande partie l'OTAN. Parce que c'est l'argent des contribuables américains. Entre les États, ce sont les intérêts. Même si vous avez la même couleur de peau. Même si vous avez quelque part les mêmes ancêtres. Donc, de telles grandes alliances sont en train de s'affaiblir. C'est le moment où la RDC arrive à arracher un partenariat stratégique. Les gens ne comprennent pas ça. Je ne dis pas parce qu'ils nous aiment. Donc, les Américains se désengagent. Et c'est pour cela, vous voyez même, ça fait un problème. Pour la première fois, ils n'ont pas eu, ils ont eu des divergences publiques concernant leur politique extérieure au Congo. C'est pour cela, vous voyez, Genève a connu un éclatement. En fait, à Genève, ça c'est un autre aspect, l'Europe s'affrontait aux États-Unis sur la question de la RDC. Et cela a eu un impact même sur les élections. C'est ça la réalité. Vous avez d'une part des politiciens qui avaient pour alliés les Européens, d'autre part ceux qui étaient alliés aux Américains. Et je l'avais dit, les résultats étaient clairs. Aujourd'hui, vous avez M. Yves Le Drian. Bon, moi, j'ai dit, c'était pour blaguer, j'ai fait un commentaire, j'ai dit, pour qu'il vienne dire ce qu'il a dit lors de sa dernière visite ici, concernant les élections, il doit avoir bu beaucoup de vin français. Pourquoi? Le monde est très réaliste. Sur l'équipe Macasse, il s'aligne. Les Européens se sont alignés. La Belgique, qui est petite, qui ne pèse pas beaucoup sur le plan international,
était la première à comprendre cela très vite. La France, qui est une puissance dans le monde et tout ça, a aussi compris très vite. A suivi par après, mais en faisant du bruit, ils ont fini par suivre. Parce qu'ils savent que pour les Américains, c'est une question de survie. Vous vous mettez sur leur chemin, et surtout pour un homme. Vous savez, nous voyons Trump, mais Trump, si vous êtes Américain de souche, enfin quand je dis de souche, pas indien, mais vous, Trump, c'était un nationaliste. Donc pour Trump, d'abord, il a dit clairement, d'abord les États-Unis. C'est comme ça qu'il est rare dans l'histoire. Après ce qui s'était passé en Somalie, hein, sous le règne de Clinton, Bill Clinton, quand on avait envoyé des Marines là-bas pour aller combattre. Nous avons vu ça encore. Maintenant, sur la situation du Congo, on a envoyé des Marines au Gabon, et je vous informe, ils ne sont pas seulement au Gabon. Il y a des Marines qui étaient déjà sur le continent africain, dans un pays, qui étaient aussi positionnés au cas où ça dégénérait complètement, ils allaient intervenir. Et ce n'est pas plus loin ici, hein, c'est au Kenya, ce n'est pas un secret. Hein. C'est au Kenya. Il y en a, c'est vrai, au Niger, en Afrique de l'Ouest, là-bas, à cause du terrorisme. Hein, et c'était une présence très discrète. Mais pour la première fois, on a envoyé des Marines, depuis l'époque de Clinton, pour aller intervenir dans un pays si sabardé. C'était ici, chez nous. Or, vous avez des troupes françaises, des bases françaises. Avant, c'est eux qui faisaient cela. Pour le cas du Congo, les troupes belges quittaient la Belgique, venir ici. Mais effort, si c'est quoi? C'était quoi? La force qui était venue à l'époque d'élection pendant qu'on avait la transition chez nous ici. C'était des forces européennes, belges et français. Mais cette fois-ci, les Américains eux-mêmes. Et cette affaire a beaucoup dérangé les Européens. Parce qu'ils jouent leur partition quand on les renvoie comme ça. Hein, ils trouvent aussi leur part là-dedans. Mais les Américains, cette fois-ci, nous prenons la tête nous-mêmes. Alors que Trump était perçu comme un homme qui s'intéressait. Et d'ailleurs, notre compatriote Marius a posé la question à Herman Cohen. Ah non, Trump était comme quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'Afrique. Non, aux États-Unis, lui, il avait un discours nationaliste pour la campagne. Mais quand vous prenez le pouvoir dans les pays tels que les États-Unis, là, ce n'est pas le président qui décide de tout sur tout. Il y a ce qu'on appelle les intérêts supérieurs, hein, si vous voulez, de l'État. Quel que soit votre programme ne peut pas primer sur certains intérêts supérieurs de l'État. Il ne pouvait pas. Herman Cohen, les gens ne font pas attention. Il avait écrit, quand Trump avait un discours où il critiquait l'Afrique, Trump a même réduit le nombre d'ambassadeurs en Afrique. Les gens ne le savent pas, avait réduit. Herman Cohen avait dit, il finira par considérer l'Afrique, nous en avons besoin pendant ce temps que la Chine est en train de pénétrer sérieusement en Afrique. C'est ce qui est arrivé. Il n'y a pas qu'Herman Cohen. Tous les experts au département d'État de l'Afrique disaient cela. Et Trump a fini par faire la même chose. Aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé quand Herman Cohen a expliqué l'arrivée de Mme Nikki Haley ici. Cette rencontre était déterminante. Mais regardez, rentrez dans les analyses des gens de l'époque. Hein, nos analystes que nous avons dans les réseaux sociaux. Ah non, il est venu, Pessi Mbongo, Adael Koutasale Logote,
Donc, c'est des histoires terre à terre. Or, c'était ça, cette rencontre, qui était très déterminante. En fait, bon, déjà, John Kerry était venu, tout ça, mais celle-là était la dernière qui nous a finalement engagés dans le processus électoral. Autre chose que j'ai retenu dans cette interview, comme j'ai dit, dans les cas du Congo, il y avait considérations sécuritaires, mais il y avait aussi les intérêts stratégiques pour les États-Unis. Ils ne peuvent pas laisser la Chine. Il faut que les gens... J'ai parlé avec un politicien congolais il y a 3 semaines. C'est l'un des rares qui m'a dit, qui a compris, il m'a dit, les problèmes de beaucoup de politiciens congolais, ils ne sont pas branchés au monde. C'est-à-dire, ils ne voient pas les choses sur le plan, les enjeux sur le plan mondial. Parce que quand vous comprenez cela, ça vous permet, ça facilite la lecture et ça vous permet de comprendre la démarche de certains pays et même de certains politiciens. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il a dit « Nous connaissons la famille Tshisekedi ». J'avais publié un article, ce n'est pas mon article à moi. En fait, j'avais traduit. Il y a 2 professeurs américains, ce sont des dames, qui avaient fait une étude sur, les titres étaient « Les dynasties subsistent encore ». Ce n'est pas dans les sens péjoratifs, c'est-à-dire, ils ont montré combien des gens dont le parent, ou parents d'une manière générale, étaient dans la politique, ont plus de chances de réussir dans la politique que ceux qui viennent d'entrer dans la politique. Aujourd'hui, on a des comédiens qui deviennent des présidents de la République, on a machin, tout ça. C'est vrai, il y a des changements, mais elle a prouvé que sur tous les continents, vous avez encore dans le personnel politique des gens dont les parents étaient dans la politique et qui doivent quelque part leur succès aussi à cela, en commençant par les États-Unis eux-mêmes. Les Bush, les Clinton, les Kennedy, les Trump. Et cela existe aussi dans d'autres domaines. Au Congo, c'est pareil. Au Cameroun, c'est pareil. On ne peut pas exclure quelqu'un de la politique, tout simplement. Quand tu entends un politicien, j'entends un Congolais souvent qui parle de ça, je dis non. Il a peut-être un avantage, mais cela n'est pas un droit. Il a l'avantage d'être dans le milieu, la politique est dans son milieu familial. Merci beaucoup, Kabongo Emmanuel. Que Dieu te bénisse aussi. Hein? Thabo Mbeki, j'ai toujours dit ça. Quand Mandela, à la surprise générale, l'a présenté comme son successeur, au sein de l'ANC, il y a eu des critiques. Ah non, écoutez, il a passé plus de temps à l'extérieur, machin, et beaucoup d'histoires. Thabo Mbeki a dit, ce garçon est dans la politique depuis l'enfance. Quand son père parlait politique avec moi, lui jouait à côté. Cette phrase-là, nous connaissons les Tshisekedi, la famille Tshisekedi. Parce qu'à un moment donné, quand on veut vous donner des réponses, on pose la question qui est, même chez nous, dans les pouvoirs coutumiers, on ne donne pas les pouvoirs. Hein? Non, on pose la question. Pourquoi on pose la question moi na nani?
Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, je constate. Je fais un constat. Donc, c'était un élément, bon, très important. J'avais dit, M. Félix Tshisekedi, président de la République, pendant qu'il était candidat, partait avec un avantage de nom. Le nom Tshisekedi, Olinga était comme Mobutu. C'est comme le nom Kasavubu. J'ai vu Madame Justine Kasavubu. Bah, souvent, je ne suis pas d'accord avec elle sur certaines choses, mais c'est une Kasavubu. Aux États-Unis, quelque part, on dit c'est la fille du premier président du Congo. Le nom Lumumba. Si vous portez ça, ça vous donne un avantage sur le plan politique, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, Yopé Salara Combo déjà. Parce que tes enfants vont en bénéficier. Les noms, c'est un héritage, si vous ne savez pas. Bon, quand on dit que ce n'est pas un droit, mais pour faire ces noms-là, parfois il y a des sacrifices à faire. Hein, pour communiquer comme Makassine. Cohen l'a dit. Vous n'allez pas me dire, bon, Challenger, Chadari, na Félix, ou bien na Martin Fayoulou, hein? Ben, on a même un passé politique en termes de que non, quand les diplomates viennent, tout ça, machin. Hein? Non, ce n'est pas la même chose. Même Joseph Kabila ici. C'est un Kabila, non? Bon, peu importe. Moi, on était, ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai un point de vue différent de tout ce que les gens disent. Vous voyez, je vous ai parlé de Baloubakat. Donc, tous ces Baloubakat-là se trompent. OK. Parfois, il y a des choses qu'on raconte qui sont vraies. Il y en a d'autres qui ne sont pas vraies. J'ai un point de vue totalement différent sur ce point-là. Parce que j'avais lié un câble diplomatique. Au musée, en privé, parlant avec un officiel américain. Adopté ou pas adopté, un enfant adopté, c'est ton enfant. Il a droit à l'héritage. C'est tout, c'est un enfant. Moi, je suis adopté. Mais ayate, la réunification familiale ayate. That's not my problem. Ça, c'est un autre débat. Donc, Maman Blessing. Merci beaucoup. Donc, Maman Blessing. OK, je vais revenir. Alors, il y a des choses que l'on prend en considération. Il y a l'élément dont je parlais de l'alliance OTAN qui s'affaiblit. Vous avez appris la dispute publique entre Merkel et puis Donald Trump, la présence de la Chine qui est en train de construire des voies maritimes, ferroviaires, machin, routières, pour influencer le monde. Au fait, la Chine se comporte aujourd'hui comme Rome. Hein, quand on disait tout chemin mène à Rome, avec ce qu'on appelle la route des soies, le Silk Road. Ce sont des choses, parfois, les Congolais, quand on fait l'analyse, on n'en tient pas compte. Maintenant, les Américains, quand ils font leur choix, quand ils font leur politique par rapport à l'Afrique, par rapport au Congo, tiennent compte de ça. Le jour que les Africains seront dans la position des Américains, ils feront la même chose. J'avais un débat avec mon vieux, un grand frère à moi, l'affaire de Huawei. Ah non, écoutez, les Américains sont en train de mener une campagne pour que Huawei, parce que ça devient une menace contre les marques de téléphones américains, tout ça, même contre Google, machin. J'ai dit Google en Chine, ça n'est.
n'est pas autorisé à opérer là-bas. Pourquoi? Parce que Google fait la collecte d'informations. C'est comme Facebook. Vous avez appris cette histoire qu'on a, dont les gens n'ont pas beaucoup commenté, l'histoire des compagnies qui travaillaient sur Facebook, des sociétés, pour influencer les élections. Est-ce que vous avez entendu les gens parler? Je vous parlais de quoi? Comment ça s'appelle? Des Timor. Ça s'appelle encore quoi? Ah, Timor quoi? Timor Consulting. Il y avait beaucoup de sociétés comme Timor Consulting. Vous avez entendu les gens qui parlaient beaucoup. Maintenant, rentrez dans ce que disaient les prêtres qui disaient, nous avons travaillé avec des experts. Quand on disait que certaines images de la campagne étaient trafiquées, les gens avaient douté. C'est des choses qui ont été utilisées, même aux États-Unis, lors de certaines élections. J'étais en train de suivre, mais c'est Robert Kaplan dit, aujourd'hui, le fait que la Chine a pu influencer les élections aux États-Unis, plutôt la Russie, si la Russie arrive à manipuler l'opinion aux États-Unis, à manipuler les systèmes informatiques, dans le système électoral américain, vous pensez que des pays tels que le Congo, ces choses ne s'étaient pas faites? Pourquoi l'Église n'a jamais montré les fameux experts en matière électorale qui avaient aidé la Senko pour lui donner les soi-disant résultats? Pourquoi? Ils n'ont jamais voulu donner de nom. Maintenant, regardez la réaction de l'once apostolique qui est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Église n'a pas... En fait, c'est pour remettre un peu l'Église à sa place. À un moment donné, pas toute l'Église catholique, parce qu'elle est divisée sur ce point-là. Ils se sont comportés, les gens de la Senko, en acteurs politiques. Ils ont même pris position dans certaines paroisses. Il y a des éléments. Il y a des messages qui ont été qu'on avait passés. Votez tel, ne votez pas pour tel. C'est des choses vérifiables. Ils ont mis en contribution certaines structures laïques de l'Église catholique. Parce qu'ils ont abusé de leur position quand on disait c'est la seule organisation crédible qui est implantée partout. Alors, cela les a amenés à abuser. On n'a pas tenu compte à un moment donné de leurs résultats, surtout qu'ils ont travaillé parce que les Américains avaient déjà prédit en 2015. J'ai publié ces documents, c'était en anglais, c'est les documents des CSIS. Hein, c'est un think tank américain très considéré aux États-Unis. Ils avaient déjà prédit que les acteurs politiques africains au sud du Sahara vont utiliser ces compagnies-là qui manipulent l'opinion, qui manipulent les résultats, qui font des hacking dans les piratages, tout ça. Les Américains avaient déjà prédit, et ils avaient prédit qu'il y aura des résultats qui seront disputés, contestés. Ce qui est arrivé chez nous ne surprend pas les Américains. On a tel a gagné, tel n'a gagné, quitté. Ils s'attendaient à ça. Aujourd'hui, je disais, écoutez le langage de Moïse Katumbi. Il se comporte en leader de l'opposition. Hein. Allez, nous quittons ce point-là. Donc, Herman Cohen a dit certaines choses ouvertement. D'autres, il a pris un langage de bois. C'était un diplomate. Et Marius a posé des questions comme les Congolais le posent. Mais il faut comprendre que cela est vrai pour toute l'Afrique. Il ne faut pas rester là en train de... je suis en train de dire que nous avons une grande chance que pendant que les États-Unis affaiblissent certaines alliances et que nous puissions, sur le plan diplomatique, c'est quelque chose de grand.
établir un partenariat stratégique avec les Américains. Nous devons en profiter. Il faut qu'on construise ce pays pendant ces temps-ci. Les Kagame, quand ils ont eu la chance d'avoir l'appui des Américains, les Rwandais n'est pas un paradis, il dépend encore en grande partie de l'aide extérieure, mais quand vous allez à Kigali, et Kinshasa, c'est quand même différent. Ils en ont profité. Même avec les richesses du Congo qui volaient là, mais ils peuvent ne pas construire les Rwandais. Parce qu'eux volaient. Mais nous, quand on avait tout ça en notre main, on en a fait quoi? Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Hey, Maman Blessing, oh, c'est comme si tu es déjà en guerre contre quelqu'un. Bon, enfin, je m'arrête, je suis obligé de chuter. Ah non, il y a le dernier sujet. Tournez le Moïse Katumbi, fait au nom de la Mouka ou d'ensemble. Notre dernier sujet. Écoutez, Moïse le dit, je suis un homme pratique. Moi, je dis, il est réaliste. Il a compris qu'il y a un président de la République qui sera là pendant 5 ans. On lui a dit ça ouvertement. Et il cherche à prendre la place du leader de l'opposition. Il cherche à former son parti politique. Mais il a déjà ses partis politiques à travers l'ensemble et une partie de l'AMOCA. Les membres sont déjà là et les cadres. Maintenant, c'est question de dire que Ndago Ezalaki Mayenge numéro 20 et comme Mayenge numéro 20 bis, c'est ce qu'il veut faire. Il a attendu, quand on lui a donné la présidence de la Mouka, pour rentrer et faire la tournée. Donc, il va avec cette aura de la Mouka, mais en réalité, il va aussi implanter son parti. C'est ce que faisait dernièrement Martin Fayulu. Il a profité de cette aura-là. Bon, il l'a fait peut-être en retard, parce que comme je l'ai toujours dit, le plus grand bénéficiaire de Genève, c'était le président, l'actuel président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Maintenant, là, ceux qui avaient joué un rôle à Genève et qui voulaient, par Martin Fayulu, revenir sur la scène, ils sont en train de revenir par Félix. C'est ça la politique. Parce que la raison qu'ils avaient choisi Martin Fayulu, donc Mbemba et Moïse, pour parler clairement, parce qu'au départ, comme je l'ai dit, c'était un problème entre les puissances, l'Europe et les États-Unis. Maintenant, pour eux, il fallait rentrer par Martin Fayulu. Parce que Félix était acquis, c'était un allié des Américains. Bon, maintenant, ils sont réalistes, voyant leur maître venir reconnaître les pouvoirs, en commençant par, comment il s'appelle, Renders, machin, les types là, les Drian. Ils ont dit, bon, on rentre par celui que les maîtres ont accepté. C'est ça la vérité. Qui leur a donné les papiers pour qu'ils rentrent, tout ça. Ils le disent parfois eux-mêmes. Bon, maintenant, là, quand ils rentrent, ils ont la consigne de ne pas venir déranger inutilement. Faites l'opposition, pour ceux qui veulent faire l'opposition, mais ne venez pas déstabiliser le pouvoir en place. Attendez les élections. Vous pouvez critiquer, parce que le plan était de déstabiliser. Il y avait déjà des armes, il y avait déjà des gens qu'on avait recrutés. Certains parlaient même de la tempête qui va arriver, tout ça.
Bon, vous avez appris que Moussa Nyamwisi, c'est lui qui avait instrumentalisé les gens à Butembo pour que les leaders de Cash, hein, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, n'aillent pas à Butembo. Hein. Vous avez entendu? On l'a vu dans les lobbies de l'hôtel du président en Afrique du Sud. Qui sait si Moïse Katumbi, semble-t-il, était aussi invité? Qui sait s'ils se sont rencontrés là-bas? Bon, la Mouka va continuer avec Moïse, mais pas comme elle était avant. Ça, croyez-moi. Je crois que Moïse même en est le dernier président. Jean-Pierre Memba, on annonce son retour. C'est ça, la politique. Donc, Moïse se positionne. Il parle, quand vous suivez sa façon de parler, il parle en leader de l'opposition. Et il parle au nom de la Mouka et de l'ensemble. Mais il est venu au pays. Il n'a pas contredit ces gens qui disaient que nous ne sommes pas concernés par ce que fait Fayoulou. Il ne les a pas contredits. Kyung était là. Donc, voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Moïse, pour revenir dans ce que j'avais dit, il attend des mécontents. Hein? Quand on fera, on va sortir le gouvernement, surtout les FCC qui a, c'est pléthorique, il y aura beaucoup de mécontents là-bas qui vont rejoindre Moïse. Parce que Moïse, c'est l'un des rares opposants, tout en étant opposant, il paye. Il faut dire les choses clairement. Vous pouvez aller vous poser des problèmes, il vous donne de l'argent. Ok, il y a des commentaires, mais malheureusement, ma batterie est faible. Je ne sais pas si je peux répondre. Je vais répondre à certaines questions. À d'autres, nous verrons dans l'avenir. Attendez que j'essaie un peu de charger. Allez. Maintenant, dans tout ça, quelle est la part des Congolais? C'est à nous de savoir jouer. D'abord, nous devons aimer ce pays. Parce que nous n'avons que ça. Et nous sommes obligés. La Chine a bien joué sa carte dont nous parlons. La Chine a profité de certaines situations sur le plan international aujourd'hui et elle est perçue comme une menace, mais en même temps, c'est un partenaire. Il faut amener les puissances extérieures à vous considérer en tant que telles. Parce qu'au niveau des États, il n'y a que la compétition, hein, qu'on ne vous trompe pas. Allez, Desmond Kanstutu dit, quel est votre point de vue sur la nomination des officiers? Pourquoi garder le même tête des Kabila? Ah, question très pertinente. En fait, j'aurais pu mettre ça aussi comme un sujet à traiter. Alors, écoutez, quand vous regardez tous ces officiers-là, en tout cas, à l'exception de celui qui est le chef de la maison militaire, dont je ne suis pas sûr, je ne connais pas vraiment le passé, mais les restes, ce ne sont pas des militaires des Kabila. C'est des gens qui étaient dans les phases. C'est très important. Il y a un clivage dans notre armée, des gens qui n'étaient pas dans les phases, qui étaient dans les rébellions, qui sont devenus des généraux. Et ceux qui étaient militaires, ils ont fait la carrière militaire. Il y a un clivage entre eux. C'est-à-dire que Kabila les a trouvés dans l'armée. C'est différent. Mais très vite, l'opinion dit, ah, bah, hein, les gens de Kabila. Non, 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 non.
Même parmi ceux qui sont venus des rébellions, il y en a qui ne sont pas des Kabila. Mais donc, il était obligé de composer avec. Bon, un élément, enfin, je vais revenir sur ça après. C'est ce que je disais avant. Cette nomination, quand vous regardez, vous avez le chef d'état-major qui était moins gradé que le général John Numbi. Pourquoi Kabila a laissé cette situation de cette façon-là? Ce n'est pas un hasard. Il y avait certainement un calcul là-dessus. Et pourquoi le président Félix Tshisekedi élève ces généraux au même grade que John Numbi, donc général d'armée? Certainement, il y a un calcul là-dessus. Les militaires, tout en étant en politique, entre guillemets, c'est des gens qui observent ce qui se passe sur la scène politique. Ce n'est pas pour rien dans certains pays quand il y a des désordres, paf, l'armée prend le pouvoir. Parce qu'ils observent. Parce qu'un militaire s'informe toujours, un officier militaire, il s'informe toujours sur la situation politique du pays. Toujours. Donc, ne croyez pas que les militaires étaient distraits. Non, 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 non. Ils savaient. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai pas de crainte. Il y en a, enfin, j'ai entendu des gens le même parce qu'on les a imposés. Je dis, c'est mal connaître les choses. Hein. Vous allez dire un général comme Etumba, non, ce monsieur était dans l'armée avant la livraison de l'AFDEL, même si par après, il a rendu service à Kabila. Mais il n'est pas militaire, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les services militaires parce que Kabila, père, était au pouvoir au fils. Et surtout quand vous voyez, nous, beaucoup de pays africains, nous avons des généraux qui, dans leur parcours, ont fait des formations à l'extérieur. Cette histoire, pour dire vrai, en réalité, l'Afrique devrait arrêter cela. Parce que quand vous avez un militaire qui est à la formation militaire, hein, à l'étranger, par exemple l'école royale militaire belge, l'école, je ne sais pas, Saint-Cyr en France, machin, c'est des canaux par lesquels aussi ces puissances-là influencent ou s'informent sur ce qui se passe dans votre pays, parce qu'on reste avec une dette. Et généralement, quand ces gens-là vont dans ces pays-là, ils en gardent de très bons souvenirs. Ils sont bien respectés, ils sont bien traités. Il y en a même quand ils vont là-bas, peut-être il peut avoir un enfant là-bas, laisser un enfant. Donc ça crée un lien. Je vous renvoie sur l'article publié par Jeune Afrique, à cet article sur la mort du général Maïle. Vous pouvez voir l'ombre de la France, l'influence de la France tout autour du général Maïle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Maïle était avec les Français. De tous ces généraux que l'on a nommés là, c'est des gens qui étaient dans l'ex-phase. C'est un élément important. Il y en a même dont on n'avait pas la connaissance, enfin on ne les connaissait pas. Kabila a commis la même erreur que Mobutu, c'est d'avoir divisé l'armée. Quand j'ai dit divisé, en termes
de les traiter différemment. Et s'il y a un corps, je parle de l'armée, pas des officiers, je parle d'abord de l'armée comme corps. S'il y a un corps qui n'a pas été bien traité, c'est l'armée, les troupes. Et même parmi les officiers. Vous comprenez des frustrations qu'il y a quand je connais, dernièrement, il y a eu un auditeur enfin, qui est mort au grade de colonel. Mais ce monsieur a vu des gens qui étaient venus de la rébellion, majors, ils sont devenus des généraux. Lui, il est toujours resté colonel jusqu'à sa mort. Je connais un général, 11 ans maintenant, 11 ans, 12 ans, général, mais sans fonction. Il demandait même la retraite. Retraite par retraite. Fonction sans fonction. Car général, bagarre, Najib. Et ils sont nombreux comme ça.